Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Démystifier l'intelligence artificielle. Je suis Laetitia Constantin, votre animatrice curieuse, développeuse web chez Habile, mais également diplômée d'un master en IA. Aujourd'hui, nous plongeons dans le passionnant monde de l'analyse d'images grâce à deux experts incroyables, Antoine Gagné de Wellseeker et Jean-Sébastien Patenaude de Quote & Go. Bienvenue messieurs, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Merci, bonjour. Avec plaisir. Nous allons donc discuter de computer vision, soit la vision par ordinateur en bon français, mais aussi de transfer learning et de fine-tuning. Mais avant de commencer, on va vous découvrir un petit peu. Donc Jean-Sébastien, si je commence par toi, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quel est ton parcours, par exemple? Good. Ben, dans le fond, moi, comme tu viens de dire, je suis cofondateur et CTO de Quote & Go. On commence par le début. Dans le fond, j'ai gradué de Polytechnique Montréal il y a un an, à peu près un an et demi maintenant. En génie informatique, en fait, j'ai une spécialisation aussi en intelligence artificielle puis en sciences des données. Donc, c'est de là un peu que mon background en AI a commencé. Sinon, de côté d'expérience, j'étais à l'école puis j'avais commencé à faire Quote & Go. Donc, c'est pas mal ça, mon expérience en tant que dans une entreprise. C'est ça, dans le fond, mon expérience, c'est surtout la partie computer vision, la partie développement de logiciels, en fait, dans l'entreprise, fait qu'est-ce qui est technique, en fait. Il y a aussi la partie où est-ce qu'il y avait, mettons, des stagiaires qu'on avait dans l'équipe, fait que la gestion d'équipe pour, en fait, aider les stagiaires à faire, en fait, nous aider, en fait, à faire le AI, à avancer sur la technologie, faire développer la plateforme. Sinon, un peu en business, en marketing, j'ai un peu aidé pour faire les ads qu'on a fait sur Quote & Go, en fait, durant l'été. Là. Ok. Un parcours short, mais déjà très efficace, moi je dis. Bravo. Merci. Et de ton côté, Antoine? Oui, moi j'ai gradué Poly Montréal il y a 11 ans, en génie biomédical, en fait. J'ai travaillé dans l'environnement startup à Montréal, j'ai trouvé ça vraiment trippant. Mais évidemment, une chose a mené à une autre. Les startups étant ce qu'elles sont, éventuellement, il a fallu que je parte. J'ai travaillé par la suite dans une beaucoup plus grosse compagnie, ce qui m'a permis d'avoir un peu le contexte de c'est quoi une très petite, puis c'est quoi une très grosse compagnie, ce qui était très intéressant. Puis toujours dans ma tête, je me disais, il me semble j'aime ça, la start-up, il y a quelque chose de spécial. J'ai rencontré ma cofondatrice, la cofondatrice de Wellseeker, Émilie Charretier, dans le parc à chiens, en fait. On a jasé comme ça de technologie, d'IA, puis tout ça. Elle me parlait du fait qu'elle voulait faire une application de détection de baleines par image aérienne avec l'IA. Puis une chose a mené à une autre. On a jasé une couple de fois, puis finalement, on a dit, bon, ben écoute, je vais m'embarquer dans ce projet-là. J'ai ni background en génie informatique, ni en intelligence artificielle, ni en business, mais jusqu'à date, ça va bien. Et davantage, je demande une petite question pour briser la glace, pour aider nos auditeurs à se souvenir de vous. Puis je pense que ça marche pas mal. C'est une chose un petit peu funky. Donc, par exemple, quel est ton passe-temps, Antoine? Quelque chose que tu adores faire en dehors, qui peut être original ou pas forcément original? Je suis un grand fan de culture japonaise. Sous pas mal, presque toutes ses formes culinaires, médias et compagnie. J'aime beaucoup la bouffe. C'est bon. J'essaye on and off depuis des années d'apprendre le japonais, mais c'est compliqué. Voilà. Ok. T'es déjà allé là-bas, au Japon? Oui, j'ai déjà été un peu. Okay. On m'a dit que mon japonais était très bon, mais je ne les crois pas. Enfin, s'ils le disent. Les gens sont polis là-bas. Donc, bravo, c'est bon. En tout cas, merci. S'ils comprennent, c'est l'essentiel. C'est ça. Et toi, de ton côté? Ben, si, mettons, on enlève toutes les 80 heures que je passe par semaine juste à travailler sur une startup, justement. Quand j'ai du temps libre, c'est pas mal du jiu-jitsu que je vais faire, en fait. Okay. Pas mal des arts martiaux, dans le fond. Pas mal ça que je fais. C'est un peu d'escalade de temps en temps, mais ça ressemble pas mal à ça. Okay. Fait que plus qu'est-ce qui est du côté sportif, puis qu'est-ce qui est du côté me vider l'esprit, on va dire. C'est important, surtout si tu passes 80 heures semaine à travailler. Exact. Il y a besoin de ce genre de choses. Tous les deux un petit peu branchés sur l'Asie, alors. On peut voir ça comme ça, là. Oui. Le jiu-jitsu, c'est chinois ou japonais? C'est japonais, mais en fait, c'est du Brazilian jiu-jitsu. OK. Fait que c'est repris par le Brésil, dans le fond. Puis le rendu là, c'est pas mal rendu international. Là. OK. Mais ouais, c'est assez original du Japon. Maintenant qu'on vous connaît un peu plus, on va discuter un peu plus de vos entreprises. Exactement, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, qu'est-ce que fait l'entreprise? Pourquoi l'avoir créée? Dans le fond, Quote & Go, on va faire ça simple, c'est un marketplace pour des entretiens de maison. Fait que dans le fond, si un propriétaire de maison a besoin de refaire son entrée, refaire son asphalte, refaire son toit, nettoyer sa piscine, tondre son gazon, peu importe les services, en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que à partir de l'adresse du client,
on va aller chercher avec de l'imagerie satellite la mesure, en fait, de la surface à entretenir chez eux. Puis on va ensuite les matcher avec des entrepreneurs, en fait, qui sont sur notre réseau, en fait, le réseau de Cotengo, pour leur permettre, en fait, d'avoir les meilleurs contracteurs pour venir faire les travaux chez eux. Donc, c'est un peu comme un Uber, mais pour les entretiens de maison. Puis la raison pour laquelle on est parti entreprise, tout ça, dans le fond, c'est parce que mon partenaire d'affaires, en fait, au début, ça fait à peu près 5 ans qu'il était en vente, au porte-à-porte pour vendre des services justement d'entretien de maison. Puis il s'est vraiment rendu compte qu'un des gros problèmes de l'industrie, c'est souvent que les entrepreneurs vont aller sur le terrain, vont aller voir les gens, puis ils vont devoir mesurer à la main, en fait, les travaux, combien est-ce qu'ils vont coûter. Ils vont devoir calculer, OK, ben, le terrain est grand comment, l'asphalte est grand comment, la toiture, c'est quoi les pentes qu'il y a dessus, etc. Puis ça, il s'est rendu compte que c'est vraiment ça consomme beaucoup de temps, en fait, autant pour le propriétaire de la maison qui doit demander plusieurs soumissions à des contracteurs, mais aussi pour l'entrepreneur qui, lui, en fait, il faut qu'il se déplace chez chacun des clients sans savoir si nécessairement il va finir par faire la vente, puis il va finir par faire les travaux au final. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec mon background en AI, il y avait en fait beaucoup d'opportunités d'utiliser l'imagerie satellite en fait, pour mesurer les surfaces. Puis juste avec cette mesure-là, on est capable, en sachant les prix du marché dans la région du client, savoir combien ça va lui coûter. Puis une fois qu'on sait combien ça lui coûte, c'est plus facile en fait de faire un peu comme un système comme Uber, avoir un peu le système d'offre et de demande pour matcher en fait les travaux avec les contracteurs. Ok. Clair, net et concis. Ouais. Parfait. Antoine, est-ce que tu peux faire mieux? On va voir. Je vais laisser le public juger. Nous, Wellseeker, on utilise l'intelligence artificielle pour faire de la détection de baleines dans les images aériennes ou satellites. Donc, nos clients vont nous envoyer des images, encore une fois que ce soit satellite ou aérien. Ils vont nous demander, pouvez-vous détecter telle espèce? Nous sommes intéressés, par exemple, à monitorer la santé de la population. Donc, on va prendre les images, on va passer des filtres, toutes sortes de processing. On va utiliser l'intelligence artificielle pour faire une première détection des baleines. Puis, nous, on a une méthode qu'on a développée qui s'appelle Human in the Loop, humain dans la boucle, qui sert à vraiment garder l'expertise humaine dans la boucle de l'analyse. Parce que ce qu'on s'est rendu compte, c'est, premièrement, au niveau technique, c'est très difficile d'avoir un bon algorithme qui détecte tout du premier coup magiquement. Donc, d'avoir l'humain dans la boucle, c'est extrêmement puissant. Mais aussi, nos clients ne sont pas prêts. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire lorsqu'on leur explique ce qu'on fait, de leur dire, oui, on utilise l'intelligence artificielle, ça sert à augmenter l'efficacité du service, mais vous avez quand même la qualité du traitement d'un humain. Puis je pourrais rentrer en détail peut-être un peu plus tard sur ce que c'est exactement qu'on fait, mais en gros, c'est à peu près ça. J'aimerais qu'on commence par discerner d'abord, parce que là, on a parlé, je pense que les gens l'ont bien entendu, image satellite, par exemple. Donc j'aimerais qu'on comprenne c'est quoi la différence de ce domaine-là par rapport à d'autres domaines qu'on aurait pu déjà parler sur le podcast, mais donc la vision par ordinateur, qui est un domaine à part entière. Pourquoi c'est un domaine à part entière? Est-ce qu'on peut commencer par parler du type de données que ça représente? Nous, on en a vu à chaque fois qu'on a un projet, à chaque jeu de données qui nous tombe entre les mains, c'est une expérience unique. C'est pas quelque chose que tu veux quand tu es en start-up, que tu essaies de bâtir un produit. C'est très intéressant. En tant que personne, c'est challengeant, puis moi, j'aime ça. Mais au niveau difficulté de ce que tu as à faire, à accomplir, c'est vraiment pas évident. Les images satellites, c'est un domaine en soi. Les images juste aériennes, tu vas avoir différents... Nous, on travaille beaucoup avec les images qui proviennent soit de drones ou de petits avions. Les GPS pas fiables, des altitudes qui n'ont pas été prises en note, des jeux de données qui nous arrivent avec plein d'artefacts d'acquisition, que ce soit des artefacts dans la caméra, donc du bruit, du random noise, là, du petit grichage, ou des gouttes d'eau qui tombent sur la lentille, puis là, ben, pendant 1500 images, tu as une grosse goutte d'eau en plein milieu de l'image qui fait que ça ne sert plus à rien, cette acquisition-là. Donc, ça, en soi, c'est la première partie de la réponse. Chaque jeu de données est vraiment unique. L'autre aspect aussi qui rend ça vraiment complexe, à mon sens, c'est que les images, de par leur nature, c'est lourd comme données. Quand on voit la base sur bâtir un entrepôt de données, un data warehouse,
les gens disent « Ah oui, tu mets ça, toutes tes données dans une base de données MySQL. » Tu peux pas faire ça avec des jeux de données d'images parce que c'est juste trop gros. Donc, il faut que tu fasses des mécanismes pour aller dynamiquement chercher tes données dans un bucket S3 sur AWS ou sur Google Cloud. Faut que tu fasses toutes sortes d'indirections pour arriver à bâtir tes jeux de données sans vraiment travailler avec la donnée même parce que tu peux pas aller chercher l'image à chaque fois que tu veux aller faire une interaction avec. Donc, il faut vraiment que tu sois intelligent dans ta façon d'aller travailler la donnée. Nous, on est rendu à 10-20 Tera de données qui traînent à gauche et à droite. Donc, déjà, juste organiser ça, c'est un défi. Puis après ça, d'aller les travailler, d'aller faire un entraînement de modèle. C'est sûr qu'on n'est pas au même niveau que... On entend parler beaucoup de Generative AI là, en ce moment, des centaines de millions de terabits qui servent à entraîner les modèles de Generative AI, mais on n'a pas le même budget, mettons. Donc, on essaie de rester efficace, puis c'est pas évident avec les images. Si je peux te rajouter à ça, il y a aussi les images, il y a vraiment un aspect qui peut être encore pire sur le fait que ça prend beaucoup de place en fait sur les ordinateurs, c'est la partie qui est le streaming. Dans notre cas de nous, c'est pas vraiment ça parce qu'on prend les images qui sont pas en streaming justement pour éviter d'avoir trop de gros jeux de données. Mais mettons quelqu'un qui a un flux vidéo, c'est énorme la quantité de données qu'il doit avoir avec ça. Juste entraîner le modèle, premièrement, puis ensuite ça, le fait de devoir faire l'inférence, donc pendant qu'il est en production, en fait, le modèle, ça prend beaucoup de ressources, on va dire. Ouais. Et oui, les images sont très lourdes. Effectivement, à titre d'exemple, quand on se dit on est sur un modèle de prédiction basique avec des données numériques, une image, quand on l'utilise pour de l'IA, c'est comme si on avait une énorme matrice de 0 et de 1, puis là, ça représente énormément de données numériques. Ça, c'est un des exemples qui fait que c'est déjà plus lourd, mais on le sait après quand on enregistre, admettons un CSV, un export de données numériques versus 10 000 images, c'est pas le même poids. Ouais. Peut-être pour donner un ordre de grandeur par rapport à ça, plusieurs ordres de grandeur. Un CSV, une ligne une rangée dans une base de données, c'est quelques bits. Dépendamment de si tu as du texte là-dedans, ça peut être quelques kilobits. Une image, si elle est très bien compressée en JPEG, va être autour de 7 mégas, 10 mégabits. Puis nous, fréquemment, on reçoit des images haute résolution, 700 mégabits chaque. Puis là, tu en as 5000 de ça, juste... Ça rentre pas sur une clé USB, là. Non, ça c'est sûr. Ou peut-être des très très grosses clés USB. Oui, un disque dur externe, on appelle. Ouais. Oui, effectivement. Ou le cloud. Ou le cloud. Ça peut être Je pense que c'est une des solutions qui est le plus utilisée généralement en image. Tous les deux, vous avez du cloud dans vos outils. Ouais, c'est pas mal obligé. Là. Si tu veux pas te retrouver avec des grosses valises de clés USB, on va dire, là, ça marche pas. Là. Effectivement. Et pour rester un petit peu, parce que j'ai d'autres questions qui viennent, mais pour rester dans cet aspect d'abord un petit peu technique pour dégrossir ce que fait l'ordinateur et l'IA par rapport aux images, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de pourquoi est-ce qu'on a besoin nécessairement d'avoir un réseau de neurones pour une image, pas juste un algorithme plus petit comme l'apprentissage machine qui est beaucoup moins coûteux et beaucoup plus léger. Pourquoi une image, il faut nécessairement avoir un réseau de neurones derrière? En fait, on n'est pas... En théorie, tu n'es pas obligé d'avoir absolument un réseau de neurones. Comme tu n'es pas obligé de faire du deep learning pour des images. Je veux dire, il n'y a personne qui fait ça. Mais au tout début, mettons au début des traitements d'images, c'était des méthodes qui n'utilisaient pas nécessairement en fait, les réseaux de neurones. Maintenant, c'est juste que c'est beaucoup plus efficace. Okay. Parce qu'en fait, avec la convolution, en fait, les réseaux de neurones convolutifs, les CNN, dans le fond, ces modèles-là permettent de vraiment mieux comprendre comment l'image fonctionne, puis ça permet de passer de manière plus approfondie à travers l'image. Tandis que les autres modèles qui auraient été faits sans réseau de neurones, ça aurait été beaucoup plus complexe, en fait, les faire fonctionner pour du traitement d'image, en fait. Mm-hmm. Puis, il y a l'aspect aussi que, de par leur complexité, étant donné qu'on peut les faire grossir, les réseaux de neurones, en prendre de plus en plus gros, tu peux tirer parti de plus en plus gros jeux de données. Ce qui n'est pas possible à un moment donné avec de l'apprentissage machine traditionnel. Tu vas atteindre un plafond de performance parce que le système n'est pas capable de façon interne de représenter la complexité de la donnée. Tandis qu'avec un réseau de neurones, si ton réseau n'arrive plus à comprendre les détails de ci ou de ça, tu t'en utilises un plus gros, tu lui donnes plus de données, puis là, soudainement, tu as plus de performance. Donc là, on parle de taille d'image.
Puis on a parlé d'images satellites, de haute résolution. Est-ce que déjà il y a une problématique qui est vraiment là entre une image normale et une image satellite? Est-ce que c'est beaucoup plus gros, beaucoup plus de pixels, beaucoup plus lourd? Oui, à toutes ces réponses. Je peux commencer sur celle-là. Tout à l'heure, je disais 7 à 700 mégabytes pour une image. Fréquemment, les petites images satellites vont être plus de l'ordre de 2-3 gigabits. La grosse difficulté avec ça, évidemment, si tu as une approche naïve, c'est j'ai essayé de charger mon image en mémoire, puis tout d'un coup, j'ai plus de place du tout sur ma carte graphique. Je suis pas capable de rien faire. Là, donc, il faut trouver des approches, ça fait des étapes de plus, ça rend tout le pipeline, tout le pipeline plus complexe finalement. Sinon, en fait, plus de l'autre côté, nous, nos images sont pas. Quand je prends ça, on peut un peu sacrifier la résolution de l'image. Parce que, tu sais, on regarde des maisons, right? Fait que je sais pas, vous, c'est quoi la grandeur, en fait, de vos images que vous avez, la superficie, en fait, satellite qu'on doit avoir. Mais nous, on peut avoir, mettons, 2-3 maisons dans une image, ça fonctionne super bien. Parce que la façon dont on fonctionne, c'est, oui, tu peux avoir moins de résolution sur chacun des pixels. Donc, ça va faire en sorte que ton image va être moins lourde, on va dire. Mais tu as quand même une bonne détection en fait de la mesure des surfaces. Il y a quelques cas spécifiques où est-ce qu'il faut qu'on augmente mettons, la résolution de l'image. Dans certains cas plus spéciaux, on va dire, s'il y a des artefacts bizarres, on va dire, sur l'image. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne super bien. Puis ça fait en sorte que nos images, au lieu de prendre, on va dire, quelques gigaoctets de grandeur, vont peut-être faire 1-2 MB gros maximum. Là. Okay. Donc on réussit quand même à vraiment avoir des images qui ne sont pas si lourdes que ça. C'est sûr qu'il nous en faut beaucoup des images, vu que nos modèles sont quand même complexes. Mais c'est moins pire que ça aurait pu être, on va dire, si on avait des grosses superficies satellites à regarder en même temps. Ouais, vous traitez pas une grosse villa Georges Clooney ou Justin Bieber, oui, par exemple. Mais même à ça, c'est que ça rentre quand même dans la superficie qu'on regarde. Ça reste, par exemple, si on avait une grosse maison à Hollywood, par exemple, cette maison-là, oui, va peut-être prendre la superficie de 4-5 maisons, mais on va quand même pouvoir la prendre sur l'image. Fait qu'on est sûr de pouvoir voir la propriété au complet. Dans le pays des cas, si la propriété est vraiment trop énorme, genre c'est le stade olympique, on va dire, on est capable de quand même de dézoomer dans le modèle. Fait que le modèle va avoir une résolution plus spécifique dans ce cas précis-là pour ces images-là. C'est comme des edge cases qu'on regarde. Mais dans la plupart des cas, ça fonctionne avec des images qui ne sont pas si lourdes que ça. OK. Ouais, alors que vous, si vous zoomez une image satellite dans l'océan, vous risquez de perdre les baleines qui sont sur le côté, donc là, ça marche pas forcément. Malheureusement, les baleines dans les images satellites sont très petites, puis déjà, même avec les meilleurs satellites qu'on a aujourd'hui, qui vont jusqu'à peu près 30 cm par pixel, on est aux limites d'arriver à détecter disons les moyennes baleines, là. Donc, tout ce qui est beluga, narval et tout ça, avec un satellite de 30 cm de résolution, on arrive, je dirais pas de peine et de misère, avec une bonne confiance à les détecter, mais on est dans les limites. Donc, on peut pas vraiment dézoomer, mettons. OK. Autre question. Tout à l'heure, tu parlais de flux streaming, et de la vidéo. Là, c'est pas votre cas du tout. Vous n'utilisez pas non plus du tout de vidéo, même quand c'est filmé par avion. Non. C'est vraiment que des photos? Présentement, non. OK. On a un produit sur lequel on travaille qui va éventuellement permettre de faire du traitement en temps réel. On a la preuve de concept, c'est juste pas sur le marché encore. OK. Ça s'en vient peut-être alors. Ça s'en vient. Il est sur notre site web, on en parle. OK. Si je reste dans les challenges potentiels, quand on parle image satellite ou image, tu as parlé tout à l'heure de gouttes d'eau parce qu'il pleut. J'imagine l'hiver, par exemple, pour une maison, quand c'est blanc versus l'automne, quand c'est plein de feuilles mortes, on ne peut pas forcément voir qu'il y a une piscine ou un parking. Là, vous faites comment? Dans le fond, on avait pensé à ça un peu au début. Finalement, on s'est rendu compte que c'était pas vraiment un problème dans le cas parce que vu que les API qu'on utilise pour obtenir les images satellites sont souvent prises, mettons, durant l'été. Ça dépend des régions de la planète et tout ça, mais dans la plupart des régions qu'on a, c'est toujours l'été ou des fois un peu l'automne, mais on voit quand même très bien sur les images. Okay. Il y a pas vraiment c'est pas vraiment ça la problématique qu'on aurait. Les problématiques qu'on a, c'est plus, par exemple, si un arbre cache un morceau d'asphalte. Puis dans ce cas-là, on a certains modèles qui vont inférer la surface derrière les obstacles, en fait. Fait que ça, on a déjà pris ça en compte si, mettons, il y a quelque chose qui cache les surfaces. Mais si, mettons, c'était l'hiver puis il y avait juste de la neige blanche partout, c'est sûr qu'on verrait absolument rien. Il y a quelques régions qu'on peut voir, mettons, si on regarde en Antarctique, même s'il y avait une base ou peu importe, on voit juste pas les routes, on voit rien du tout. Donc, nous, en fait, on est juste, on va dire, chanceux dans
dans notre industrie spécifique, parce que les images qu'on utilise sont vraiment juste prises l'été, un peu au printemps, un peu à l'automne, mais ça pose vraiment pas de problème vu que justement, ils n'ont pas... Si sur Google Maps, par exemple, tu avais des images où est-ce que c'était l'hiver, il n'y a personne qui serait capable de se retrouver sur la map. Donc, il y a déjà des gens qui ont pensé à ces problématiques-là puis font en sorte que le problème est évité déjà en amont. Là. Ça, c'est parfait alors. Et je me demandais si quelqu'un a un drone chez lui et qui se dit « Ah, j'ai un drone, je pourrais prendre ma maison. » Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans le sens que vous aurez peut-être une meilleure photo pour voir mieux les dimensions ou non, c'est pas encore arrivé? On n'a pas encore pensé au fait où est-ce que le client pourrait, par exemple, uploader sa propre photo de maison parce que ça apporterait d'autres problèmes qui seraient plus comme la sécurité informatique. On ne voudrait pas que notre AI se fasse hacker, par exemple. Ça, c'est un problème qui peut arriver dans l'industrie, surtout en ce moment. Là, c'est dès que le modèle d'AI prend un input qui est contrôlé à une certaine partie par un user, par exemple, si je sais pas, j'ai des données financières puis je passe moi-même les inputs ou peu importe, le AI, c'est encore possible de le hacker. Par exemple, ChatGPT. Si, mettons, je commence à écrire certains prompts, on l'a vu partout, là, comme les gens qui écrivent des prompts spécifiques qui font en sorte que ChatGPT devient hackable ou on peut le jailbreak qu'on appelle, ce qui fait en sorte qu'on peut comme contrôler un peu comment il interagit. Nous, en fait, avec Cotengo, vu qu'on contrôle vraiment le flux total de données, on évite ce problème-là. Donc, si, mettons, on apportait un user, on lui permettait de rentrer sa propre image, ça apporterait d'autres complications, comme plus du côté sécurité. Pour venir à ta question, dans le fond, oui, ça pourrait marcher. Il faudrait juste s'assurer que la résolution de l'image qu'ils prennent puis la hauteur à laquelle il prend son image, tout ça, fit parfaitement avec comment nos modèles ont été entraînés. Parce que sinon, il y a de bonnes chances que s'il prend son image trop proche de sa maison puis on voit, je sais pas, juste un morceau de piscine ou juste son gazon, le modèle va juste pas comprendre ce qui se passe parce qu'il n'a pas été entraîné sur ces données-là. Donc, ça serait un peu plus difficile, mais ça serait possible éventuellement. Mais là, ça apporterait d'autres complications plus du côté sécurité. Je rajouterais peut-être juste au niveau des régulations. C'est pas tout le monde qui a le droit de faire voler un drone. À Montréal, il y a eu énormément de zones d'exclusion parce qu'on est une île avec un gros aéroport. Bon, c'est des détails, mais juste au niveau technique, législation et compagnie, ça rend ça plus compliqué. Ouais. OK. Effectivement. Dans l'Arctique, il n'y en a pas. Fait qu'il y a plein de monde qui utilise les drones. Sauf que la batterie dure à peu près 12 secondes parce qu'il fait fret. Ah oui, c'est vrai que je sais que les batteries durent pas longtemps, mais je pensais pas que... J'exagère en disant 12 secondes, mais la plupart du temps, les clients qui sont dans des domaines, dans des lieux qui sont plus froids, vont utiliser des avions. Parce que du gaz, ça gèle pas. OK. Moins. Effectivement. Et pour en revenir à cet aléa météorologique, vous faites des images, j'imagine, pour à peu près toutes les parties de l'océan, donc l'Arctique et potentiellement l'Atlantique, la Guadeloupe. Là, comment vous faites pour gérer, par exemple, on peut voir que c'est un morceau de glace versus une baleine, ou on n'a pas forcément le même genre de problématique en Arctique qu'en Guadeloupe? Non, tout à fait. Ben, c'est là où est-ce que il y a plusieurs aspects qui viennent en jeu. Parce que tu peux entraîner ton modèle à mieux reconnaître une chose de l'autre, mais il y a beaucoup de gens qui pensent que l'IA, c'est une créature omnipotente qui est désincorporée, qui n'a pas de corps, qui est juste... Tu dis, je vais mettre du AI là-dessus, puis si ça marche pas, il faut juste mettre plus de données. C'est pas toujours la meilleure solution. Dans plusieurs cas, il faut être un peu intelligent dans la manière d'appliquer le modèle, puis de reconnaître, OK, ben j'ai des problèmes qui se ressemblent, mais ils sont suffisamment différents pour vous dire que ça vaut peut-être la peine d'avoir deux modèles différents. Je vais en avoir un qui va être en milieu arctique, je vais en avoir un qui va être en milieu pas arctique, peut-être tropical ou côtier ou quelque chose, peu importe le cas d'utilisation. Ça va te mener beaucoup plus loin de séparer ça, alors que c'est des variables faciles à discriminer. Si j'ai des données qui arrivent d'un client qui me dit « je les ai acquises là-bas », j'ai pas besoin de demander à mon modèle arctique d'essayer de faire ça, puis de lui mettre des bâtons dans les roues. Je vais juste utiliser un autre modèle. OK. Évidemment, il y a des choses qu'on peut pas contrôler, comme par exemple les changements climatiques qui font que, soudainement, à un endroit où est-ce qu'il y avait beaucoup de glace, tout d'un coup, il n'y en a plus, ou des espèces qu'on ne s'attendait pas à voir à certains endroits qui maintenant vont migrer plus au nord pour aller chercher leur nourriture. Il y a des imprévus qui arrivent, mais autant que possible de circumvent, donc d'encercler le problème, puis de bien établir c'est quoi les enjeux sur lesquels le modèle va se frapper. Ça aide à avoir des meilleures performances. OK, ça marche. Et du coup, ça me fait poser une question.
Est-ce que vous avez plusieurs modèles, par exemple, pour calculer si c'est une piscine ou un toit, ou c'est le même modèle? Dans le fond, au début, on avait des modèles différents. Finalement, on a fini par étudier d'autres méthodes, mettons du unsupervised learning, du modèle d'entraînement non supervisé. En fait, c'est plus du semi-supervisé, là, mais ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on utilise un modèle comme central, on va dire, un modèle qui est la base de tous les autres modèles. Puis ensuite, de lui, on va pouvoir comme extrapoler d'autres modèles ensuite. Donc, un peu genre pre-train ce modèle-là pour ensuite de ça faire d'autres modèles qui vont être, eux, spécifiques à certaines surfaces. Fait que là, c'est là qu'il peut y avoir, mettons, un modèle spécifique pour les piscines, un modèle spécifique pour le gazon, etc. Mais ils viennent tous de la même base, en fait, du même modèle qui a été créé à partir de toutes les images satellites. Parce que vu qu'en fait, on n'a pas vraiment de différence entre on va dire, les différentes régions, un peu comme toi, dans le fond, nous, ce qu'on va faire, ça va beaucoup être plus les mêmes images satellites qui vont être utilisées partout. Puis ensuite, ça, c'est juste les labels, Les annotations. les annotations, exactement, merci, sur les différentes surfaces qui vont être changées. Ok. Et pourquoi, à titre d'exemple, là, tu disais semi-supervisé. C'est vrai que généralement, l'IA, elle reste très compréhensible quand on parle de superviser, puisque on va donner la réponse à l'IA pour qu'elle puisse s'entraîner, puis à partir de cette réponse-là, elle va recalculer ce qu'elle a fait pour arriver à la bonne réponse. Dans le cas je pense que toi, Wellseeker, vous faites vraiment du supervisé, en tout cas, puisque je suppose que les images au début pour l'entraînement sont labellisées par un humain. Ouais. Et après, comme ça, on a déjà la réponse, puis tu peux l'entraîner telle qu'elle. Là, semi-supervisé, pourquoi? Ça, c'est quoi la différence et dans quel objectif vous utilisez ça? Dans le fond, ce qu'on s'est rendu compte, ben, à la base, c'est que les méthodes qui utilisent le semi-supervisé nous permettent d'avoir besoin de moins de labels, justement, moins d'annotations. Qui fait en sorte qu'on peut utiliser, mettons, si j'ai, on va dire, 100 000 images satellites de maison. Parmi ces 100 000 images-là, si je voulais toutes les labelliser, ça me prendrait comme beaucoup de ressources, ça m'aurait beaucoup de temps pour engager des gens pour labelliser ça coûterait cher, etc. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on a besoin de beaucoup de données, mais on n'a pas un budget infini non plus, étant une startup. Fait qu'en utilisant seulement une petite partie de nos données qu'on va vraiment labelliser pour s'assurer qu'on puisse quand même avoir un modèle qui fonctionne, une grosse partie de données-là, ça sert seulement au pré-entraînage, on va dire, du modèle, pour que le modèle puisse comprendre c'est quoi la structure d'une image. Par exemple, si j'ai une image satellite, je dis à mon modèle, je sais pas qu'est-ce que tu dois détecter là-dedans, mais détecte des choses que toi, tu vas comprendre dans le futur. Ce qui veut dire qu'au final, le modèle va finir par comprendre, il sait pas c'est quoi une asphalte, mais il sait qu'il y a quelque chose qui est en gris devant une maison pas mal tout le temps. Des fois, c'est beige, etc., mais il sait qu'il y a quelque chose qui est là. Ensuite, il sait qu'il y a un gazon. Et en fait, il sait pas c'est quoi un gazon, mais il sait qu'il y a une grosse partie de la maison, autour de la propriété, en fait, qui est à peu près uniforme. Des fois, il y a quelques objets dessus, mais cet outil va vraiment comprendre comment l'image est structurée. Puis une fois qu'il comprend ça, là, il y a déjà une meilleure compréhension de, OK, je sais qu'il y a différentes couleurs, voici à peu près le spectre des couleurs qui revient tout le temps, voici le spectre des formes qui viennent tout le temps, la plupart des toits ressemblent à ça, même si c'est pas c'est quoi un toit. Une fois qu'il y a vraiment cette compréhension-là, la grosse partie, on va dire le heavy lifting du modèle a été faite. Là, ce qui reste à passer, en fait, c'est juste la partie supervisée, qui vient finir par dire au modèle, qui est le gros spot que tu voyais qui était à peu près uniforme autour de la maison, ça, on appelle ça du gazon. Tu sais, la partie qui est grise devant la maison, ça, on appelle ça une entrée en asphalte, par exemple. Si tu vois un gros rond bleu en arrière, ça, c'était une piscine. Puis c'est là, en fait, que tu vas apporter la compréhension plus de ton industrie au modèle. C'est pour ça qu'on l'a vraiment séparé en deux, où est-ce que tu as la partie non supervisée, qui n'a pas besoin de labels ni rien, qui permet de sauver des coûts, pour que justement le modèle puisse comprendre par lui-même, en fait. Donc c'est comme si tu dis au modèle, un peu comme un enfant, dans le fond, tu lui dis apprends par toi-même avec tes propres trucs comment les choses fonctionnent, puis ensuite je vais t'aider pour que tu puisses apprendre spécifiquement dans mon domaine à utiliser ce que tu as appris. Est-ce que là, cette partie-là qui est non supervisée au début, admettons, demain, on décide de construire des maisons qui sont faites différemment. Je sais pas, l'asphalte, c'est pas devant. Je sais pas comment ça pourrait changer, mais dans les maisons si tout est sur pilotis, par exemple, ou je sais pas, tiens, des maisons sur l'eau, c'est différent. Est-ce que tu pourrais refaire la même technique? Ça, ouais. Ça pourrait fonctionner. Dans le fond, si, mettons, on va dire que demain matin, toutes les maisons sur la planète deviennent des maisons sur pilotis, ce qu'on ferait, c'est qu'on risque de reprendre le même modèle non supervisé qu'on avait. C'est sûr qu'on va passer des nouvelles données, parce que sinon, le modèle va quand même rien comprendre. Mais vu qu'il y a quand même la partie de base du modèle qui est sur une image satellite, tu vois pas beaucoup de, je sais pas, on va dire de fleurs, puis de vaches, puis de pots de fleurs, right? Tu vas plus voir des rues, tu vas voir des toits, des trucs comme ça. Même si on va dire que le gazon disparaît, puis c'est juste rendu de l'eau maintenant, il y a quand même une structure derrière l'image qui va déjà avoir compris
sans même mettre les labels. Fait qu'on va vraiment commencer avec cette partie-là qui est la base comme fondamentale, on va dire, de nos modèles ensuite. Donc, même si les maisons changent complètement, on va juste ensuite ajouter des nouvelles données en disant voici ce que tu avais appris avant, tu as compris comme c'est quoi la structure d'une image, tu es capable de trouver des lignes dans une image, tu es capable de voir la structure, finalement, les lignes, les contrastes, etc. Puis ensuite, on va te passer des nouvelles images en disant ces images-là, il faut que tu comprennes aussi la structure là-dedans, fait que tu t'adaptes un peu à ça. Puis ensuite, on va passer finalement la partie supervisée du modèle, où est-ce que là, ça va être les images de maisons sur pilotis, puis on enlève complètement les images supervisées en fait, des maisons avec les asphaltes, puis le gazon, etc. Ok. Et petite question, vous, dans votre cas, j'imagine que la couleur, c'est essentiel pour pouvoir différencier le bleu d'une piscine, le vert du gazon et le noir de l'asphalte. Ça, ouais. Ok. Est-ce que, dans votre cas, la couleur, c'est nécessaire? Dans le sens que si on met une image noir et blanc, on va quand même voir un contraste de couleur quand on aperçoit une baleine, puis ça pourrait être suffisant. Pour Whale Seeker, la couleur, ça va dépendre si on parle de satellite ou d'imagerie aérienne. Parce que l'imagerie satellite a cette fantastique propriété d'être en beaucoup meilleure résolution en noir et blanc. Puis ce qu'on appelle des couleurs du spectre visuel sont disponibles seulement à des beaucoup moins bonnes résolutions. Ça fonctionne pour trouver une piscine dans une cour, pour savoir si la maison mesure 20 mètres de large ou 40. Mais pour des baleines, les informations en couleur ne sont pas suffisamment bonnes. Donc, pour ce qui est de l'imagerie satellite, nous, on travaille en noir et blanc la plupart du temps. Il existe des techniques spéciales qu'on appelle, par exemple, le pen sharpening. L'affûtage, je n'aurais pas à dire en français. J'oserais pas essayer. Le pen sharpening, qui est une technique qui va aller combiner l'imagerie de haute résolution avec l'information qui est dans les couleurs, qui va donner une espèce d'image composite entre le haute résolution noir et blanc et la couleur. Ça, on va utiliser ça surtout pour les humains qui vont faire l'analyse. Parce que le modèle, en tant que tel, il n'apprend rien. C'est des données qu'il a accès déjà. Nous, dans notre cas, dans nos expériences, ça ne va pas aider. Ceci dit, l'humain, lui, de voir quelque chose de gris, rose, bleu, parce que quand on parle d'imagerie satellite, ce n'est pas les vraies couleurs, là, souvent, qu'on va avoir. Donc, quand il va y avoir des contrastes de différentes couleurs, ça va aider l'opérateur humain, le biologiste. Pour ce qui est des imageries aériennes, par contre, on arrive à des enjeux très intéressants où est-ce que l'eau n'est pas toujours bleu piscine. Il y a de l'eau qui est verte, il y a de l'eau qui est grise, il y a de l'eau sur laquelle il y a des reflets lumineux. Des fois, tu vois les nuages qui font très gris au-dessus de l'image. En fonction de l'espèce de baleine que tu cherches, en fonction de quel âge elle a, si c'est un mâle ou une femelle, la couleur, ça peut devenir très important. Nous, dans notre cas, on se concentre beaucoup. La plupart du temps, ce que nos clients ont besoin, c'est est-ce qu'il y a des baleines, puis si oui, combien? Mais l'information couleur va devenir vraiment nécessaire si la question devient est-ce que c'est telle espèce ou telle espèce ou telle espèce? Même sans la couleur, on peut détecter entre les espèces, très souvent, mais ça aide, disons, d'avoir cette donnée-là. Puis c'est quelque chose qui est difficile dans certains cas parce que entraîner un modèle, quand tu entraînes ton modèle, tu essaies de le rendre le plus flexible possible, à dire, ben, j'en ai pas d'images, ou disons, j'ai pas assez d'images de baleines qui vont être dans un contexte où est-ce que l'eau est un beau turquoise. Donc, je vais t'entraîner sur un modèle, sur des données où est-ce que les baleines sont dans d'autres types d'eau. Puis, je vais faire des opérations d'augmentation de données pour juste changer un petit peu la couleur pour te faire comprendre que des fois, l'eau est turquoise. Mais ça affecte la façon dont le modèle perçoit les couleurs des baleines. Puis donc, en essayant d'augmenter sa flexibilité, là, le modèle, il comprend moins bien de façon spécifique quelles espèces ont quelle couleur, par exemple. Donc, il y a des avantages, des inconvénients. Deuxième question, les textures. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir avec de l'IA ou non? On n'est pas du tout encore là. Admettons, si demain j'ai pas de couleur ou que les choses ont exactement la même couleur, je me dis c'est plus simple au niveau des maisons. Un toit, ça a des tuiles. Un gazon, c'est de l'herbe. Est-ce que aujourd'hui on est capable de voir cette texture-là, ou non? C'est pas encore d'actualité.
Ben, dans notre cas, comme je disais, l'imagerie satellite, on le fait déjà via les images noires et blanches. Donc, c'est vraiment une question de contraste. Écoute, les baleines dans les images satellites à 30 cm, si c'est une baleine de 4 mètres, elle va faire 10 à 15 pixels de long. Donc, je veux dire, on voit pas beaucoup la texture. Ce qu'on voit, c'est un contraste, puis une forme. Pour ce qui est de l'imagerie aérienne, si on perdait la couleur, ce serait beaucoup plus difficile parce qu'il y a beaucoup d'informations qui proviennent vraiment de la couleur de l'eau, si on essaie de discriminer une baleine qui va être dans un endroit où est-ce que le fond est pas creux, puis qu'il faut discriminer entre la baleine puis le fond, une baleine qui est blanche sur un fond peut-être bleuté, ça se fait bien si tu as la couleur. Si tu n'as plus la couleur, tout d'un coup, c'est pas aussi évident parce qu'ils vont avoir à peu près la même, entre guillemets, texture, mais tu peux plus discriminer par la couleur. Donc, ça reste un élément essentiel, du moins très utile, un outil dans une corde à notre arc. Là, dans le cas, par contre, c'est vraiment, vraiment nécessaire, c'est vraiment utile. Parce que, tu sais, on s'entend de la résolution d'une image qu'on utilise, puis le fait qu'on voit quand même bien les maisons dessus, fait en sorte que, comme tu as dit, on voit bien la texture en fait des tuiles, du gazon, etc. Qui fait en sorte que je serais même prêt à dire que la couleur de l'image, la couleur des surfaces, c'est à peu près aussi importante, sinon moins importante que les textures en tant que telles. Parce que souvent, les couleurs vont varier. Par exemple, un asphalte, au final, c'est une entrée. Ça se peut que ce soit un pavé uni. Le pavé uni peut avoir différentes couleurs. Ça se peut même que l'asphalte en tant que tel, over time, ça devient de plus en plus, ça passe du noir au gris, plus elle devient vieille. Fait qu'au final, la couleur peut vraiment varier, mais souvent la texture, ça ressemble quand même pas mal dépendamment des surfaces. Fait que c'est une piscine, ça a pas mal toujours la même texture. Le gazon, c'est pas mal toujours la même texture aussi. Donc je pense que ça rely beaucoup sur la texture en fait, la façon dont le modèle est fait. La texture est quand même très importante. Ok, et ça fait que je sais que généralement les piscines, quand on les construit, ou du moins quand on commence à se construire, c'était un fond bleu avec du carrelage. Donc on voit vraiment l'eau bleue, mais des fois il y a une petite mode qui est de mettre un fond noir. Ouais. Est-ce que là le modèle il s'en sort bien? Le modèle s'en sort bien aussi. De la façon dont le modèle a été entraîné, tu avais un peu, Antoine parlait un peu de la partie l'augmentation de données tantôt. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a beaucoup d'augmentation de données dans nos modèles, ce qui fait en sorte qu'on change les couleurs tout le temps. On change même la distorsion de l'image, etc. Fait que le modèle est il comprend bien encore une fois, la structure de l'image, donc la structure de comment une piscine est faite. Il y a aussi le fait que certaines piscines, vu que les images sont prises des fois au début de l'été, fait qu'au printemps, puis des fois à la fin de l'été en automne, des fois il y a une toile sur la piscine. Puis la toile, ben, elle n'est pas toujours bleue. Donc le fait qu'il y ait différentes toiles, puis le modèle a été entraîné là-dessus, le modèle est très capable de détecter une piscine, peu importe s'il y a une toile dessus, peu importe s'il y a une toile à moitié dessus, s'il y a un arbre qui cache. Une affaire qui m'a vraiment surpris la première fois que j'avais vu ça, c'est on avait une piscine en forme ovale, mais on la voyait comme peut-être à un quart sur l'image. Mais parce qu'il y avait un arbre qui cachait le dessus. Mais en regardant le modèle, en regardant la prédiction, le modèle a réussi comme à 95% à reconstruire la forme de la piscine parce qu'il sait à peu près les modèles de piscine qui existent puis savait comment détecter ça. En regardant sur Google Maps ensuite, je peux voir que le modèle avait quand même bien détecté la forme, même si un humain en regardant l'image l'aurait juste même pas vu. Et est-ce qu'on peut peut-être expliquer rapidement ce qu'est la data augmentation pour ceux qui nous écoutent, ce qu'est augmenter les données qu'on a finalement? C'est comment qu'on fait, comment on explique ça? Ouais. Le data augmentation, l'augmentation de données, c'est dans un contexte où est-ce que, même sans nécessairement avoir peu de données, c'est toujours utile d'en avoir plus. Et le plus de variabilité possible dans tes données, tant que tu restes dans le domaine qui t'intéresse. Donc, tu veux pas que, par exemple, dans notre cas, la baleine soit tellement déformée que ça ressemble plus à une vraie baleine. Mais tu veux permettre à ton modèle de voir le plus de variabilité possible d'images pour qu'il maximise sa compréhension de c'est quoi les limites de ce que ça peut avoir l'air, ce que tu recherches. Donc, Cote&Go rajoute, eux, des déformations géométriques, des déformations de couleurs. Ça, c'est fréquent parce qu'en fonction de l'angle de ta caméra, le satellite il va passer un peu à gauche, en haut, à droite. Tu vas avoir des fois où est-ce que la piscine ou la maison va être d'une forme trapézoïdale ou quoi que ce soit. C'est un peu la même chose pour nous, les baleines. C'est un corps vivant qui se déforme, donc on veut maximiser le nombre de baleines que notre modèle voit, les déformer un peu, leur changer la couleur, parce que comme je disais tout à l'heure, les baleines changent de couleur en fonction de la saison, de l'âge, de l'espèce et tout.
On va vouloir aussi rajouter peut-être du bruit, par exemple, pour dire, des fois, il va y avoir des capteurs qui vont introduire du bruit. On peut le simuler. Donc, avant de recevoir les images d'un client pour lequel leur caméra était peut-être de moins bonne qualité, on peut tout de suite pré-entraîner notre modèle en disant « Hey, en passant, regarde de quoi ça a l'air quand il y a du bruit. » Puis des trucs très bêtes, comme juste tourner l'image de 90 degrés, faire un flip, un miroir vertical, horizontal. Ça fait qu'avec une baleine, tu peux avoir des dizaines d'images finalement, ce qui va être vraiment avantageux. Puis là, je reviens à ce que j'ai mentionné au début, surtout dans un contexte où les données sont pas riches, dans le sens, en fait, un domaine pauvre en données. Nous, c'est notre cas, parce qu'il n'y a pas tant de baleines que ça, malheureusement. Puis, on veut tirer le plus possible de chaque baleine à noter dans notre jeu de données. Donc, on va rajouter beaucoup d'augmentation. C'est ça. Donc, pour la tourner, la déformer un petit peu, changer la couleur, etc. Ouais, c'est très bien expliqué. Ouais, je pense C'est un que- truc à ajouter Je pense que j'ai derrière. rien à ajouter là-dessus. Non, l'intérêt effectivement de la data augmentation, comme tu dis, s'il n'y a pas assez de données, on peut en avoir plus et ça peut aider à généraliser ou non le modèle qui est fait derrière. Comme tu dis, si on a 10 images de baleines qui sont sur un fond bleu-bleu et que la baleine est blanche, c'est relativement facile à voir. D'un autre côté, ça veut dire que demain, si on est dans un fond différent et que la baleine est d'une couleur différente, le modèle ne serait pas capable de le retrouver. D'où C'est ça. l'intérêt de la data augmentation. Effectivement. On va passer sur un autre petit sujet, la vision par ordinateur. Donc, on l'a vu, qui est un domaine forcément coûteux puisque ça prend de la place de stocker ces données. C'est coûteux par le stockage, par les modèles qui sont plus complexes aussi, puisque la donnée est plus grosse, les matrices sont plus grosses. Et quand j'étais à l'école, on n'a pas non plus les data centers de Google pour faire tourner des modèles en IA. Donc, on avait utilisé YOLO V3, qui est un modèle de détection d'objets. Et avec ça, on avait fait du transfer learning. Parce qu'on n'avait pas assez de données et parce que nos machines n'étaient pas assez puissantes pour faire un modèle fait maison. Et en ce moment, on parle aussi beaucoup de fine-tuning. Donc, c'est deux noms techniques, on dirait que c'est à peu près pareil, mais c'est différent. Et j'aimerais qu'on parle de ça, notamment parce que je pense qu'en imagerie, ce sont des procédés qui sont utilisés. Pourquoi on utiliserait du transfer learning plutôt que du fine-tuning? Mais avant ça, c'est quoi la différence exactement entre ces deux techniques? De ce que j'ai compris, parce qu'il y a différentes définitions, on va dire, dépendant à qui tu parles, dans le fond, le fine-tuning, c'est comme un subset du transfer learning. Ce qui veut dire que le transfer learning, c'est plus la façon générale de le voir. Le fine-tuning, c'est plus une étape que tu ferais après. Le transfer learning, c'est plus un concept général qui veut dire j'ai un problème X. Par exemple, j'ai envie de faire de l'image satellite. Bon, en fait, je vais prendre un meilleur exemple que ça. J'ai envie de détecter, on va dire, des chats sur une image. Mais le seul modèle qui existe dans le monde en ce moment, c'est des modèles pour détecter des chiens. Ce qui veut dire qu'on va fait juste détecter en fait des choses sur les images. Ça peut être des chiens, ça peut être peu importe quoi. Ce que je vais vouloir me dire, c'est au lieu d'entraîner un modèle from scratch pour détecter des chats, je vais prendre mon propre modèle, qui est le modèle, mettons, des chiens, détecte des arbres, peu importe quoi. Je prends ce modèle-là, puis je vais freezer les poids dans l'image, ce qui veut dire que je vais comme empêcher le modèle de trop apprendre, de trop être modifié. Puis ensuite de ça, je vais pouvoir le réentraîner sur des images de chat. Ce qui veut dire qu'en fait, le modèle va garder la plupart de sa structure puis de sa compréhension de comment détecter des choses dans une image, que ce soit des chiens, soit des arbres, peu importe quoi. Puis je vais l'apporter à mieux comprendre c'est quoi maintenant un chat. Ce qui veut dire que j'ai comme transféré l'apprentissage qu'un modèle avait fait dans un certain domaine comme applicatif vers un autre domaine qui est, mettons, plus spécifique, par exemple, détecter des chats dans une image. Je rajouterais juste par rapport à ça, un élément qui est vraiment utile, qui aide à comprendre ça, c'est que le modèle, plus tu avances, plus tu creuses profond dans le modèle, plus il va apprendre à détecter des petits éléments. Donc, une ligne ou un coin. Puis là, si tu remontes, tu vas arriver à, OK, là j'ai un nez, ah, là j'ai un œil, ah, puis là j'ai une tête. Plus tu montes, puis c'est des plus gros, de plus en plus gros, les détails de plus en plus gros. Ce qui arrive avec quand tu gèles les poids de ton modèle, c'est que tu vas dire à ton modèle, continue de te souvenir c'est quoi un coin, continue de te souvenir c'est quoi une petite spirale comme ça, continue de te souvenir peut-être même c'est quoi les yeux,
Mais maintenant, au lieu de savoir à la fin qu'est-ce qui est une tête de chien, ben là, je te montre des chats, puis réapprends à partir de tous ces détails-là que tu as appris à regarder. Au lieu d'être des chiens, maintenant, c'est des chats. Ouais. J'aime l'exemple que tu as mis avec la partie pour les points et les coins, là, parce que c'est exactement ça. Là. Mm-hmm. Mais ça, en fait, ça fait pas le tour pour qu'est-ce qui est le transfer learning. Le fine-tuning, c'est quelque chose qu'on ferait ensuite de ça, en fait. Le fine-tuning, ce que ça veut dire, c'est on joue avec les poids de l'image, donc on change un peu les hyperparamètres de l'image pour mieux l'ajuster à détecter des chats, par exemple. Ce qui veut dire que j'ai déjà mon modèle qui est entraîné sur détecter des animaux, des arbres, peu importe ce qui est général. J'ai transféré le learning qu'il avait fait sur mon domaine spécifique qui est détecter des chats. Et ensuite de ça, je lui dis, maintenant que je t'ai passé de nouvelles images, je vais te réentraîner au complet, puis là, je peux commencer à décongeler, on va dire, les poids de l'image pour plus jouer avec. Fait que j'ai beaucoup plus de flexibilité, puis je commence vraiment à modifier le modèle. Tandis que le transfer learning, il rentre pas dans la partie modifier le modèle en tant que tel, c'est plus, je prends qu'est-ce qui existe déjà, je passe des nouvelles données, puis je le réentraîne là-dessus. Tandis que le fine-tuning, c'est vraiment, je fine-tune les paramètres pour l'ajuster plus à mieux détecter en fait le chat. C'est une étape que je ferai après en fait le transfer learning. Mais c'est comme inclus dans la même branche, on va dire, de concept. OK. Tout ça, c'est toujours en fonction de qui tu demandes. Parce Ouais. que j'ai été voir... Parce que personnellement, moi, j'ai pas de background en AI. J'ai tout appris sur le tas. Donc, quand j'ai vu cette question-là s'en venir, je me dis, bon, OK, que c'est fine-tuning, transfer learning. Mais en bout de ligne, c'est plus une question de... C'est un concept que les gens l'apportent de façon différente. Des fois, ils sont interchangés. Puis, c'est ça, la méthode varie selon à qui tu demandes. Tout le monde apporte un peu sa sauce là-dessus, mais au final, le concept est le même derrière qui est tu as un certain domaine applicatif pour ton AI, tu as un autre domaine applicatif pour je sais pas, ton entreprise spécifique. Tu vas prendre le premier modèle qui a été fait pour le premier domaine, tu vas le transférer en fait l'apprentissage qui a été fait sur le deuxième, puis ensuite ça, tu vas vouloir l'ajuster pour ton cas spécifique. Et là, les mots qu'on met dessus, puis les concepts qu'on appelle ça c'est comme Anthony dit, ça change dépendamment à qui tu parles. Mais est-ce que ça veut dire que le fine-tuning a forcément besoin de transfer learning en amont pour Mais le affiner fine-tuning, ses c'est comme poids une sorte un peu de transfer learning. OK. J'ai pas un exemple qui me vient rapidement comme ça, mais c'est le transfer learning inclut le fine-tuning, mais le fine-tuning inclut pas le transfer learning. OK. Dans le sens que le fine-tuning, c'est comme une étape que tu ferais. Tu es obligé de faire du transfer learning pour faire du fine-tuning. OK. Ça marche. Si on essaie d'illustrer un peu ça, on va voir si on y arrive. Là, vous avez construit un outil capable de voir une baleine. Mhm. Demain, on vous demande de reconnaître un autre mammifère marin. Comment qu'on s'y prend? Est-ce qu'on ferait du transfert ou du fine-tuning? Est-ce qu'on referait tout un modèle? Moi, je suis une personne... dans le domaine psychologique, j'aime beaucoup le concept de behaviorisme. Donc, qui est, je m'en fous qu'est-ce qui se passe en dedans, je veux savoir qu'est-ce que c'est le résultat. Je peux pas te répondre si c'est du fine-tuning ou du transfer learning. En bout de ligne, moi, ce que je vais faire, si j'ai une nouvelle espèce qu'on me demande de détecter, je vais prendre mes modèles que j'utilise actuellement et je vais les réentraîner sur des nouvelles données. Là, en fait, probablement que je vais me retrouver à faire les deux, parce que dans un cas, je vais peut-être essayer de dire la première moitié de mon modèle, je la gèle, puis je fais juste réentraîner les poids de la deuxième moitié de mon modèle. Puis en fonction des résultats de ça, je vais dire, bon, ben peut-être que c'était pas assez bon, donc il va falloir que je réentraîne tout mon modèle. Donc je vais décongeler les poids, puis je vais faire le réentraînement sur tout, au complet. OK. Ça fait du sens. Et si je pose à peu près la même question de votre côté, si demain on veut trouver un nouvel élément sur l'image satellite de la maison, si vous voulez analyser un nouveau type de surface, j'ai rien qui me vient en tête, est-ce que le modèle serait capable ou est-ce qu'on aurait besoin de le changer? Peut-être pas, parce que finalement, au début, il y a la partie semi-supervisée qui permet déjà de déstructurer l'image et de comprendre ce qu'il y a dessus. Exact. Dans le fond, c'est ça. Mais comme j'expliquais un peu plus tôt, c'est la partie non supervisée qu'elle va sûrement pas être modifiée. Donc ça devrait pas être un problème. Mais si, par exemple, on va dire, j'ai un modèle qui détecte, par exemple, des pavés unis. Si les pavés unis, ça peut être l'asphalte en avant, mais ça peut aussi être les chemins autour, etc. Donc si on décide que d'un matin, on ajoute, je sais pas, des balcons en pavés unis ou des toitures en pavés unis, ou je sais pas, on ajoute un autre concept comme ça se pourrait qu'on décide de faire un modèle spécifiquement pour eux, ou est-ce que là, ça serait juste du transfer learning à partir du modèle de pavés unis d'avant. Mais ça se peut aussi qu'on décide de prendre le modèle de pavés unis d'avant, puis que lui, on fasse juste comme
ajouter du fine-tuning dessus ensuite. Ce qui veut dire que dans le fond, je modifierais les poids du transfer learning de ce modèle-là pour faire en sorte que maintenant, je peux aussi détecter en output des pavillons avec des formes un peu bizarres ou des trucs qu'on n'aurait jamais vraiment vu avant. Fait que ça serait plus comme du transfer learning, puis ensuite ça, je ferais le fine-tuning. Mais si je vois qu'avec le transfer learning seulement, juste en créant un nouveau modèle à côté, ça fonctionne bien, je serais pas obligé de faire la partie fine-tuning. Ok. Conclusion, moi, de ce que je retiens, c'est qu'il faut vraiment essayer avant de dire qu'on va utiliser telle ou telle technique. Mais généralement, c'est ça. Hein. Même à l'école, je me souviens, on nous disait, vous utilisez quel modèle? Je dis, bon, moi, je sais pas le modèle que j'utilise, j'en essaye 15, puis je vois celui qui marche le mieux. Puis après, j'essaie de comprendre pourquoi, à la rigueur, il marche mieux que les autres. Mais L'IA, ma perception de la chose, c'est que c'est autant un art qu'une science. Puis probablement plus un art qu'une science parce que les modèles sont tellement complexes maintenant que c'est très difficile de prévoir le comportement exact. C'est plus une boîte comme une addition, c'est pas une opération comme une division ou un modulo. C'est des systèmes tellement complexes que même les meilleurs au monde aujourd'hui dans ce domaine-là vont avoir de la difficulté à dire « Ah oui, absolument, tu utilises tel modèle avec tel optimizer, avec tel... » C'est trop complexe pour faire ça. Donc, tu essaies le plus d'affaires que tu es capable de faire, puis tu vois ce qui donne les bons résultats. Il y a des guidelines, mais de manière générale, il va falloir que tu essaies différentes solutions, c'est inévitable. Ça dépend aussi en fait des jeux de données que tu as, parce que tu as certains jeux de données qui vont avoir certaines méthodes qui vont être meilleures pour eux, mais pour un autre jeu de données complètement, ça va être une autre méthode. Fait que c'est vraiment juste, on sait à peu près c'est quoi le state of the art, c'est quoi les méthodes les plus utilisées maintenant puis les meilleures. Mais ensuite de ça, savoir laquelle précisément, ben là, faut les essayer. Là. exactement. Donc, on arrive à la fin. Je vais poser 3 petites questions pour clôturer rapidement tout ça. Quels sont vos prochains défis à Quote Go et à Wellseeker? Ouais, allez-y, Quote Go. Good. Ben nous, il y a beaucoup de trucs qui se passent en arrière, fait que la plupart, je peux pas en parler. Mais la partie dont je peux parler, c'est qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on est en train de faire au modèle DI, de faire en sorte que les modèles puissent détecter justement plus de surface pour qu'on puisse offrir plus de services. Tu sais, vu que notre saison en fait qu'on fait au Québec, c'est pretty much, c'est en grande partie du mois de mai à peu près ou du mois de mars jusqu'à à peu près octobre-novembre. Fait que c'est pas mal ça notre saison. On arrive à la fin rendue en septembre. Ce qui se passe, c'est que durant l'hiver, c'est beaucoup de développement qu'on fait. Fait que beaucoup d'améliorations pour que justement on recommence la prochaine saison avec beaucoup plus de services en fait à offrir sur la plateforme. Excusez, je ris un peu parce que nous, c'est l'inverse. Nos clients vont faire l'acquisition de données pendant l'été. On va recevoir les données à analyser durant l'automne, hiver. Fait que c'est l'automne-hiver qu'on est très occupé. Puis pendant l'été, ben, c'est nous, notre cycle de développement. Puis peut-être, je peux répondre à la question pour les défis. Nous, en ce moment, on est beaucoup en mode scaling, donc opérer notre système à échelle. On a eu un gros contrat avec le département de pêche et océan Canada cet hiver où est-ce qu'on a eu à analyser plus de 100 000 images. Puis c'était une première pour nous qui avions des beaucoup plus petits jeux de données historiquement. C'était plus 5 000, 10 000, jusqu'à 20 000. Le 100 000, quand on parle d'IA, qui est très, comme on a dit, les images, faire du traitement là-dessus, c'est difficile. C'est une grosse entreprise, mettons, de faire 100 000 images. Puis, bien évidemment, on ne veut pas s'arrêter là, on va en faire plus. Mais tout opérationnaliser ça, c'est pas évident. Ok. Et dernière petite question, est-ce que vous recrutez? Là, vous arrivez dans la période de développement, donc peut-être que là, il y a des postes à pourvoir. C'est pas mal en permanence, en fait. C'est dès que, on fait toujours des entrevues un peu au courant de l'année au complet. Là. Le but, en fait, ça, c'est soit pour des internships, soit pour des stages, en fait. Là, c'est pour l'automne, c'est un petit peu tard parce que c'est pas mal commencé la session. Mais sinon, pour l'hiver, pour l'été prochain, c'est toujours des stagiaires, en fait, qu'on cherche comme ça. Sinon, des développeurs aussi pour le front-end, en fait, pour développer le site web, le back-end, fait que tout s'occuper, en fait, de l'infrastructure AWS, de s'occuper, en fait, des API qu'on utilise pour, justement, les images, pour aider les sites web, tout ça. Puis aussi la partie, of course, DI, où est-ce que là, c'est vraiment le recherche et développement, en fait, la partie recherche et développement d'entreprise, parce que c'est beaucoup de heavy lifting, on va dire, de recherche là-dedans pour apporter, en fait, une meilleure expérience sur la plateforme ensuite, puis qu'on peut offrir d'autres services, vu qu'on a les modèles DI qui permettent de calculer, en fait, les prix pour ces services-là. D'accord. Et en termes de technologie, front et back, c'est quoi que vous utilisez? Pour notre front-end, en ce moment, c'est Next.js avec React. Ok. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Pour le back-end, c'est du Node.js, fait encore une fois en JavaScript.
Puis notre infrastructure, c'est tout déployé sur AWS en ce moment. Puis le AI, of course, c'est sur Python avec PyTorch. Ok, très bien. Et de votre côté, Wellseeker? Oui, nous, on a une équipe vraiment fantastique. On est une relativement petite équipe, mais on a tous les postes essentiels comblés. Ce qu'on cherche en ce moment, c'est un executive assistant pour nous aider avec les milliards de tâches qui viennent avec le fait de gérer une entreprise. Donc, c'est peut-être moins sexy, mais c'est un défi très intéressant, je pense, puis ça reste très stimulant parce que tu touches à peu près tout ce qu'il y a dans la compagnie quand tu fais ça. Fait que s'il vous plaît, appliquez. Exactement. Merci pour tout. On arrive à la fin de l'épisode. Un immense merci. Donc, Jean-Sébastien et Antoine d'être venus et puis de nous avoir fait part de votre expertise et de votre expérience. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'entreprise ou si vous êtes intéressé par les opportunités qu'ils offrent, assurez-vous de les contacter. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des commentaires sur cet épisode ou sur d'autres sujets liés à l'IA, n'hésitez pas à nous les partager. Merci beaucoup et à bientôt.